D'abord, merci à vous et merci à l'association de Terre et Océan de m'accueillir et de me donner l'opportunité de présenter le contexte de l'accro et puis et puis les travaux du CIMCRO sur ce sujet-là. Merci à Bruno de Grissac d'avoir vendu nos travaux et et d'être toujours un si bon commercial pour nous. Et puis, bonjour à tous. Et puis, bonjour, j'ai vu quelques partenaires et collègues qui travaillent sur l'accro. Donc, bonjour à eux. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aborder le territoire sous l'angle des services rendus par l'agriculture à l'homme au travers de l'alimentation en eau et puis à la nature, et puis de se poser la question de la durabilité finalement de ce service pour demain. Je vais d'abord aborder un petit peu géologique. Alors, je ne vais pas l'aborder moi, je vais vous présenter un petit film qui a été fait par le CEN, le Conservatoire des écosystèmes PACA, qui gère la réserve naturelle des Coussouls de Crau sur notre territoire. Je vais ensuite parler de la vocation pastorale de ce territoire qui a été finalement la première vocation depuis l'Antiquité. Puis la révolution hydraulique qui a été apportée par Adam de Craponne, qui était un ingénieur du roi au XVIe siècle. Et puis enfin parler de cet accès à l'eau qui finalement a été une condition préalable au développement de ce territoire. Je vous montrerai enfin que l'équilibre actuel est particulièrement précaire. Et puis, je terminerai en abordant un certain nombre de leviers d'action qui nous semblent être les sujets sur lesquels nous travaillons déjà et nous devons travailler dans les années à venir. Déjà, en premier lieu, situer le territoire de l'Accro. Donc, le territoire de l'Accro se situe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en particulier dans la région des Bouches-du-Rhône et est figuré sur cette carte par le petit triangle bleu. Donc, si je zoome, et cette fois-ci que j'arrive à l'échelle départementale ici, eh bien, on retrouve cette fameuse plaine de l'Accro, qui est distante à peu près de 50 km au nord-ouest de Marseille et qui borde finalement le massif des Alpilles au nord, la Camargue à l'ouest, les de Berre à l'est et puis la mer Méditerranée, hein, donc avec une façade maritime au niveau de la ville qui est ici de Fos-sur-Mer. Donc voilà un petit peu pour la situation. Je vous propose tout de suite, sans plus attendre, de retracer l'histoire géologique de cette plaine à travers le petit film que j'évoquais tout à l'heure. Il y a 5,9 millions d'années, des mouvements tectoniques referment brusquement le détroit de Gibraltar. Isolé, la Méditerranée s'évapore progressivement et s'assèche. Son niveau s'abaisse de plus de 1500 mètres. À cette époque, la Durance passe au sud des Alpilles et traverse la Crau pour se jeter dans le Rhône au niveau d'Arles. Avec le retrait de la mer, les fleuves incisent fortement le socle continental. Pendant 600 000 ans, la Durance creuse en Crau une gigantesque vallée profonde de 1000 mètres. Lorsque le détroit de Gibraltar s'ouvre à nouveau, il y a 5,3 millions d'années, la Méditerranée se remplit brutalement. La mer pénètre en Crau et en noie la vallée de la Durance. Avec le retrait progressif de la Durance étend son delta en Crau. Les gigantesques quantités de sédiments et de roches arrachées aux Alpes comblent peu à peu son canyon. Les galets qu'elle y dépose s'accumulent sur des profondeurs dépassant 5 mètres par endroit. Il y a 2 millions d'années, un soulèvement tectonique des Alpilles fait basculer le delta de la Durance qui est dévié vers le sud. Le nord de son delta s'assèche pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille Crau d'Arles. Il y a 800 000 ans environ, la tête du delta se décale également de 7 km vers l'est jusqu'à la Manon. Il y a 200 000 ans, lors de la glaciation du Rhys, l'accumulation des glaces au pôle et dans les chaînes de montagnes provoque une chute du niveau de la mer jusqu'à 120 mètres en dessous du niveau actuel. La Durance creuse une nouvelle vallée entre la Manon et Fos. Son delta asséché forme la Crau du Luquier. Quand la Terre se réchauffe il y a 130 000 ans, la fonte des glaciers gonfle le cours de la Durance, charriant d'énormes quantités de roches arrachées aux Alpes du Sud.
le niveau de la mer remonte et les galets finissent leur course dans le delta du fleuve, formant la Crau de Miramas. Au début de la dernière glaciation, il y a 75 000 ans, le seuil d'Orgon s'affaisse, ouvrant un passage entre Alpilles et Luberon. La Durance s'y engouffre pour rejoindre le Rhône. Elle devient rivière, abandonnant le delta qu'elle a forgé pendant 2 millions d'années. Crau s'assèche enfin. Les cailloutis de l'ancien delta de la Durance en Crau se composent de galets silicieux et calcaires, arrachés au massif des Alpes. Au fil des millénaires, la pluie dissout les galets calcaires. En s'infiltrant, l'eau se charge en calcaire, à tel point qu'il finit par précipiter et agglomérer les galets entre eux, formant un véritable béton naturel appelé poudingue. Cette dalle de poudingue se situe seulement à 40 cm sous la surface du sol. Elle empêche les racines de descendre pour chercher l'eau en profondeur. Les plantes doivent donc se contenter du peu d'eau contenu dans ces quelques centimètres de terre. Cette particularité géologique, couplée au maigre sol, aux faibles pluies, à la sécheresse du Mistral et à la dent des troupeaux, explique l'absence d'arbres dans le paysage steppique si particulier de la Crau, le Coussoul. Juste une question, ce petit film a été réalisé dans le cadre du syndicat aussi ou... Non, alors ce petit film a été réalisé donc sur le territoire de la Crau, j'y reviendrai dans mon propos, mais le Coussoul, donc cette steppe caillouteuse qui est présente à la surface de la Crau et qui est présentée à la fin du film, est classée réserve naturelle nationale. Et la gestion de cette réserve naturelle nationale a été confiée en co-gestion à une association donc, qui est le CENPACA, Conservatoire des espaces naturels de PACA, et à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Cette réserve, dans le cadre de sa gestion, a un écomusée dont ce film fait partie. Il a été créé par le CEN, avec l'appui d'un certain nombre de chercheurs, parce qu'à l'époque, donc, il y avait de géologie sur le secteur, et puis avec notre partenariat également. L'objectif donc de ce film, vous l'avez compris, était de planter le décor finalement hein, de cette plaine, de replacer un petit peu le contexte particulièrement désertique de la plaine, le contexte naturel de la plaine. Donc cette fameuse steppe qu'on appelle Coussoul, et de manière à aborder la suite. Donc effectivement, la Crau, ce Coussoul est une terre de pastoralisme depuis le néolithique, avec, alors là, bon, une petite illustration de ce qu'est cette steppe, hein, donc vraiment un territoire relativement hostile et désertique, venteux, chaud en été, peuplé souvent de moustiques, donc un terroir assez difficile à vivre, qui explique que jusque très récemment, finalement, il n'était peuplé que de populations nomades qui élevaient des troupeaux. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que sur ce territoire-là, on a une occupation de bergeries très anciennes, donc à peu près 150 bergeries bergeries antiques qui ont été découvertes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès l'Antiquité, les troupeaux étaient vraiment de taille considérable, donc entre 800 et 900 têtes déjà à l'Antiquité, pour un cheptel total estimé aux environs de 100 000 brebis. Et ça, ces chiffres-là, ils sont tout à fait comparables avec ce que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on estime le cheptel à environ 115 000 brebis. Donc finalement, on a un modèle extensif dans l'Antiquité qui a traversé finalement les temps hein, jusqu'à nos jours. Alors avec quand même toutefois des évolutions dans la finalité de l'élevage, puisque dans les années 1800, avec l'essor de l'industrie lainière, les éleveurs se mettent à sélectionner des races en particulier et avec des croisements à créer une race locale qui est le Mérinos d'Arles, qui est toujours la race qui est élevée aujourd'hui sur la Crau. Et donc, dans les années 1800 jusque dans les années 1900-1920, une production majoritairement lainière.
Et puis, avec l'effondrement de l'industrie lainière, une reconversion pour une filière à viande, donc avec une évolution de la race mérinos qui est beaucoup plus charpentée, trapue que ce qui était les caractéristiques des bêtes au 19e siècle, donc avec une production viande. Ce qui est assez intéressant, si on fait le parallèle finalement avec la question de l'eau, c'est que finalement, dès l'Antiquité, la présence et l'accessibilité de l'eau guident l'itinérance des bergers. Sur la gauche, vous avez une photo d'un puits caractéristique, alors qui ne date pas de l'Antiquité, celui-là, hein, mais d'un puits un petit peu caractéristique qu'on peut retrouver encore aujourd'hui dans l'Accro et qui sert toujours d'ailleurs, hein. Et sur la droite, vous avez une carte de localisation des bergeries antiques. Et vous verrez tout à l'heure dans ma présentation que finalement, la localisation de ces bergeries antiques correspond à des sites de haut fond du substratum de la nappe, donc le substratum étant la limite imperméable inférieure, hein, qui vient porter la nappe phréatique. Et en fait, on se rend compte que les bergeries ont été implantées dans des sortes de hauts fonds, ce qui générait certainement la présence d'eau relative à faible profondeur. Alors, certainement dans des proportions qui ne sont pas du tout celles qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc une disponibilité en eau qui était très probablement intermittente et donc qui faisait que les troupeaux se déplaçaient, et de même que pour des raisons de disponibilité de l'herbage. Mais dès l'Antiquité, on voit hein, que les bergeries ne s'implantent pas n'importe où. Elles s'implantent vraiment dans des secteurs où il y a une géologie relativement favorable. Et puis, donc, alors cette terre reste une terre pastorale et très, très faiblement peuplée jusque très longtemps, hein, et en particulier jusqu'à la révolution hydraulique qui a été amenée par Adam de Craponne, qui était ingénieur du roi au XVIe siècle et qui a eu l'idée de dériver les eaux de la Durance qui se situe à peu près 40 km plus au nord pour pouvoir alimenter ce territoire en eau, et on va voir qu'il y avait des usages finalement assez contrastés de cette eau. Donc là ici une carte du secteur et des canaux. Alors vous voyez donc au nord à l'extérieur du territoire de l'Accro, la Durance telle qu'elle est connue d'ailleurs actuellement, hein. Et puis en bleu, ici, des canaux qui sont les canaux qui ont été imaginés par Craponne. Alors, Craponne n'a pas eu le temps de construire l'ensemble de ce réseau de canaux. Il est mort avant ça, hein. Il a construit finalement le canal de Craponne dit Branche d'Arles, donc celui qui est au nord. Les autres se sont développés par la suite. Et finalement, en fait, cette disponibilité, cette mise à disposition de l'eau va permettre le développement va permettre l'aménagement de ce territoire. Alors d'abord à travers des moulins. Alors des moulins, pas seulement des moulins à farine, hein, mais aussi des moulins qui avaient une vocation industrielle de production, donc farine, huile d'olive, et puis toute utilisation de force motrice pour des productions industrielles, évidemment sur les différentes branches du canal, enfin des canaux même, et une activité qui va se développer jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et pendant ce temps-là, donc le réseau de canaux va continuer à se développer, va également se moderniser avec des ouvrages de plus en plus complexes parce qu'il va falloir répartir l'eau entre les différentes branches pour arriver au réseau de canaux que l'on connaît actuellement, qui représente à peu près 400 km de canaux principaux et 1600 km de filioles. Alors, on appelle les filioles le réseau tertiaire qui va desservir chacune des parcelles agricoles. Et donc ça, sur un territoire, oui, je ne l'ai pas dit, qui fait à peu près 550 mètres carrés. Pour un total aujourd'hui de droits d'eau qui représente 32 mètres cubes secondes à la prise, donc au départ, 32 mètres cubes secondes au plus fort de l'utilisation des canaux, et puis qui vont se répartir
ensuite dans les différentes branches et venir irriguer le territoire. Je reviendrai sur les couleurs de cette carte par la suite. À partir du XVIe siècle, en parallèle de l'exploitation énergétique de l'eau des canaux pour faire tourner des moulins, on a une conquête agricole qui démarre, qui conduit finalement aujourd'hui à avoir transformé un désert, ce Coussoul, en verte prairie. Et vous avez sur cette slide finalement le contraste qui existe toujours entre l'accro sèche d'un côté qui est aujourd'hui classée réserve naturelle nationale et puis l'accro humide de l'autre côté, donc ces prairies qui est classée Natura 2000. Et vous voyez donc un tableau de synthèse en dessous qui retrace l'évolution des superficies irriguées en crau entre le 18e et le 20e siècle, que l'on peut mettre en perspective aujourd'hui avec les chiffres actuels au XXIe siècle, qui sont à peu près de 20 000 hectares, grosso modo, de superficie agricole irriguée, avec 13 000 hectares de prairies irriguées, et puis 6 000 hectares de vergers, et puis des cultures diverses, maraîchage, vigne. En termes de vergers, donc aujourd'hui, ce qu'on a essentiellement, contre toute attente, alors dans notre région provençale, on pourrait s'attendre à ce que les vergers soient des amandes et des oliviers. Eh bien, il n'en est rien. Ces 6 000 hectares sont des pêchers et des abricotiers qui se sont implantés dans les années 80, à une époque où la production de pêche et d'abricots était principalement issue pour l'ensemble de la France de la Drôme, avec des producteurs qui se sont vus concurrencés par sur le marché des Espagnols, qui étaient capables de produire des fruits qui arrivaient sur le marché un mois avant, à des coûts aussi qui étaient moins élevés que les produits français. Et donc, ces arboriculteurs ont eu l'idée de descendre un petit peu plus au sud pour venir chercher le soleil et être capables de concurrencer au moins en termes de précocité des fruits le marché espagnol. Raison pour laquelle on a aujourd'hui sur l'accro ce type de culture donc depuis les années 80, avec un modèle relativement intensif. Donc, voilà un peu pour le développement agricole. Maintenant, on va voir de quelle manière, finalement, l'accès à l'eau a été une condition de poursuite de ce développement territorial. Alors, effectivement, sous les galets, la plage. L'irrigation de ces prairies se fait par technique d'irrigation traditionnelle, dite gravitaire, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler naturellement du point le plus haut au point le plus bas. Alors déjà, dans les canaux que je vous ai présentés depuis tout à l'heure sont des canaux gravitaires, donc qui fonctionnent sans apport d'énergie. Et puis ensuite, ces canaux vont venir arroser qui servent à la production fourragère et de manière également additionnelle, donc par gravité, l'eau va s'écouler du point le plus haut au point le plus bas. Et pour mettre en œuvre cette action traditionnelle, eh bien, on va amener des quantités d'eau importantes à la parcelle de manière périodique. Alors, c'est assez variable sur le territoire, mais on va dire que les agriculteurs vont irriguer tous les 8 à 10 jours, 10, 12 jours, et venir inonder leurs prés avec un apport d'eau conséquent. Donc, en moyenne, à chaque irrigation, ils vont amener une lame d'eau de 100 millimètres à peu près. Donc, ce qui va évidemment permettre la croissance de la plante, mais ce qui va aussi entraîner une infiltration relativement conséquente de l'eau dans le sol. Et cette eau va rejoindre une nappe phréatique qui est logée dans l'aquifère des cailloutis, donc dans les fameux galets qui ont été présentés dans le petit film en introduction. Alors, à titre d'illustration, j'ai mis ce graphique sur la droite, donc qui vous montre l'évolution de la hauteur de la nappe en fonction du temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que contrairement à une nappe méditerranéenne ou même à un cycle naturel classique connu en France métropolitaine,
eh bien, on se retrouve, nous, non pas avec des niveaux de hautes eaux. Bon, c'est vraiment un schéma de sensibilisation, donc les hydrogéologues vont pas apprécier, mais on réfléchit donc en niveau relatif. Et ce qu'on peut voir, c'est que les niveaux de hautes eaux se retrouvent inversés par rapport à un cycle naturel classique connu en France métropolitaine. Donc, on a non pas des assecs estivaux et des recharges hivernales, mais inversement, plutôt des niveaux de hautes eaux donc, connus entre mai et septembre-octobre, et puis des niveaux de puits de nappe qui va progressivement baisser en automne puis en hiver pour remonter de nouveau au mois d'avril. Et ça correspond complètement au cycle d'irrigation que les agriculteurs, eux, vont se mettre à irriguer au printemps, progressivement, avec des pics d'irrigation pendant les périodes de plus forte chaleur, donc en été, et puis progressivement diminuer leurs apports d'eau à l'automne. Ce qui montre aussi que la nappe a assez peu d'inertie finalement, hein. Elle dépend de manière directe et rapide de cette recharge complètement artificielle. Alors, une autre illustration de ce que je viens de dire, en termes de proportion, finalement, cette recharge artificielle, elle représente grosso modo à peu près 70% des apports annuels à la nappe, contre 30% pour les apports naturels, qui sont en grande partie des précipitations et dans une moindre mesure des apports par des aquifères voisins. Sur ces cartes-là, donc sur la carte de gauche, est représentée la contribution en eau de chacune des parcelles à la nappe, avec une gradation de couleurs. Donc, plus on va se situer dans un bleu foncé, plus la contribution à la nappe va être forte. Plus on va se situer dans un jaune, moins la contribution est forte. Et sur la droite, vous avez une carte, la carte que j'ai déjà mise tout à l'heure pour le réseau de canaux. Cette fois-ci, on va la regarder plutôt sous l'angle de l'occupation des sols, et en particulier de l'occupation des sols agricoles. Donc, vous verrez figurer en vert foncé, donc de cette couleur-là, les prairies irriguées. Et en fait, en comparant les deux cartes, vous constaterez qu'on a une correspondance assez parfaite entre la contribution des parcelles à la recharge de la nappe, les zones de plus forte contribution à la recharge de la nappe, donc ces fameuses zones bleu foncé, qui vont correspondre en termes d'aménagement du territoire, enfin, ou d'occupation des sols agricoles plutôt, aux zones de prairies irriguées. Voilà, donc ce qui est une autre manière d'illustrer mon propos de tout à l'heure. Et d'ailleurs, j'en profite à ce stade-là pour saluer l'équipe de l'INRIA d'Avignon, et en particulier Albert Olioso, puisque cette carte-là, il me semble, provient d'un de vos projets de recherche qui était Astuces éthiques à l'époque, en 2010. Inversement, et ça, c'est ça qui est amusant, je reviens à la carte de tout à l'heure sur l'implantation des bergeries antiques. Alors, j'ai essayé de respecter l'échelle entre les deux représentations. Le secteur sur lequel les archéologues ont retrouvé maximum de bergeries antiques correspond à ce secteur-ci, qui est en réalité un secteur qui est aujourd'hui un secteur le moins bien pourvu en eau. Et ça, en première approche, ça pourrait paraître surprenant, puisque finalement, donc, l'implantation humaine de l'époque ne correspond pas du tout avec l'implantation humaine actuelle. Mais en réalité, ça s'explique par une réalité géologique que j'évoquais tout à l'heure. Dans un contexte où on n'a pas cette recharge artificielle, finalement, les secteurs où l'eau est la plus facilement accessible, alors ça ne veut pas dire qu'elle est présente en abondance, mais ça veut dire qu'elle est le plus facilement accessible, eh bien, ce sont les secteurs de haut fond de la nappe, c'est-à-dire les secteurs où l'aquifère est peu épais. Tandis qu'aujourd'hui, dans un contexte où on recharge de manière artificielle la nappe et où on va injecter des flux d'eau qui sont considérables, eh bien finalement, l'implantation humaine s'est faite dans des secteurs géologiques où l'aquifère est particulièrement épais, parce que, eh bien, aujourd'hui, on a un flux important et on va pouvoir sortir de l'eau en grande quantité.
Donc, en fait, l'exigence, si je puis dire, vis-à-vis de l'eau a complètement changé. D'une situation où on va privilégier l'accessibilité de l'eau à une situation où on va privilégier la quantité d'eau disponible. Je vais poursuivre par la sécurisation. Donc, je vais continuer ma petite histoire après cet aparté sur l'aménagement, l'histoire de l'aménagement de ce territoire. Donc après cette révolution hydraulique du XVIe siècle avec l'implantation de ces canaux et leur développement, leur modernisation au cours des siècles, une seconde révolution hydraulique s'est faite qui a apporté une forme de sécurisation. Enfin, c'est même pas une forme, une très forte sécurisation de l'accès à l'eau. Et cette révolution, c'est l'aménagement de la chaîne hydroélectrique Durance-Verdon et la constitution de la réserve agricole de Serre-Ponçon. Donc là, je vais dézoomer un petit peu par rapport à mon propos jusqu'à présent qui portait strictement sur le territoire de l'Accro, donc le triangle marron ici, pour vous parler de l'aménagement de la Durance qui est ici et qui se jette dans le Rhône là. Donc cette Durance qui était historiquement donc à partir du XVIe siècle et d'Adam de Craponne utilisée pour dériver de l'eau à partir d'une prise naturelle qui se situait au niveau de la Roque d'Enterron. Donc la Roque d'Enterron, c'est un petit village qui se situe par ici. À partir de l'aménagement hydroélectrique de la chaîne Durance-Verdon, donc il a été décidé de construire un certain nombre de grands barrages et puis d'usines hydroélectriques. Alors, 3 grands barrages et 17 usines hydroélectriques. Et puis de construire un canal dit aujourd'hui, enfin appelé canal EDF et dit canal usinier, donc qui dérive des eaux de la Durance et du Verdon pour produire de l'hydroélectricité et qui se jette donc dans l'étang de Berre, générant un certain nombre d'autres problèmes environnementaux que vous connaissez peut-être avec la question de la diminution de la salinité de l'étang de Berre, des questions d'eutrophisation, etc. Toujours est-il donc que cette rivière a été aménagée pour produire de l'hydroélectricité. Au travers donc de la construction de ce grand canal qui part du barrage de Serre-Ponçon, qui est ici, donc situé dans les Alpes, pour rejoindre le canal EDF. Et au passage, il a été négocié par la profession agricole et puis avec une contribution très très forte du ministère de l'Agriculture à l'époque, deux outils finalement fondamentaux pour sécuriser l'accès à l'eau. Le premier, c'est une réserve agricole dans le barrage de Serre-Ponçon. Alors, ce n'est pas une réserve physique, mais dans ce barrage-là, qui était construit à l'époque d'abord pour un usage énergétique, la constitution d'une réserve, d'un stock d'eau à vocation agricole pour venir sécuriser les usages de basse durance, alors essentiellement dans le Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône, parce que donc, des réseaux de canaux gravitaires tels que je vous ai présenté tout à l'heure existent également sur le Vaucluse et puis sur la partie nord également des Bouches-du-Rhône. Et donc, une réserve agricole a été constituée. Alors, ça s'est traduit par un financement du ministère de l'Agriculture pour la construction du barrage de Serre-Ponçon, avec une dotation de 200 millions de mètres cubes qui ont vocation à venir sécuriser l'alimentation en eau des canaux de basse Durance, donc du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, lorsque le débit naturel de la Durance n'est pas capable en été d'alimenter ces canaux. Donc, premier outil de sécurisation. Et ensuite, deuxième outil de sécurisation, le canal EDF en lui-même, puisque avant la construction de la chaîne hydroélectrique, les prises historiques des canaux qui alimentent l'Accro étaient, comme je le disais, directement sur la Durance et dans un secteur plutôt aval de la Durance. Donc finalement, en été, eh bien, l'accès à l'eau pour ces canaux-là était particulièrement vulnérable, avec des années qui permettaient d'alimenter les canaux et puis des années totalement sèches. Et donc, avec cet aménagement, on vient sécuriser l'accès à l'eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc 70 ans après,
ce qu'on constate, c'est qu'on a connu sur l'accro 3 années de restrictions sur les canaux avec des crises relativement fortes qui correspondent finalement à 3 années où la fameuse réserve agricole de Serre-Ponçon a été dépassée. C'est-à-dire que les canaux de Basse-Durance ont utilisé plus que cette réserve. Donc là, eh bien, l'alimentation des canaux s'arrête et donc il n'y a plus d'eau dans les canaux et évidemment des conditions d'exploitation de la nappe de l'accro qui deviennent très très difficiles. Finalement, si on regarde l'histoire de l'aménagement industriel et urbain de ce territoire-là, on se rend compte qu'il est extrêmement récent et qu'il est finalement postérieur à 1955. Et ça s'explique justement par cette sécurisation. C'est-à-dire qu'à partir de l'aménagement hydroélectrique de la chaîne Durance-Verdon, eh bien, on sécurise l'accès à l'eau et donc l'eau devient disponible de manière relativement fiable sur ce territoire-là. Et ça, c'est très pratique parce que ce territoire, qui est un territoire relativement plat, donc on est après-guerre, ce territoire est relativement plat, il est proche de Marseille. Il est idéalement placé sur le plan géographique sur un axe entre l'Espagne et l'Italie. Il est peu peuplé et peu développé parce que l'eau n'était pas disponible. Et puis d'un coup, l'eau devient disponible et on se rend compte que ce territoire est une opportunité pour l'essor industriel d'après-guerre. Et donc, c'est là que s'implante un certain nombre d'équipements qui sont aujourd'hui des équipements économiques majeurs, notamment la zone industriello-portuaire de Fos-sur-Mer, qui est le deuxième port industriel français qui accueille un certain nombre d'activités pétrochimiques, de fret, etc. Des axes de transport, puisqu'il faut desservir ces nouvelles activités. Également, alors je ne l'ai pas figuré ici, le territoire de l'Accro devient un site privilégié pour la défense militaire, donc avec des sites militaires extrêmement stratégiques, dont un qui l'est toujours aujourd'hui, qui est la base aérienne d'Istres. Et puis des équipements annexes, notamment des bases logistiques. Alors ça, c'est un développement un petit peu plus récent, qui a commencé plutôt dans les années 90, donc avec des développements majeurs de plateformes logistiques. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a une évolution, ah oui, pas hémographique, mais démographique, de 600% entre le début des années 60 et puis les années 2010. Alors, on pourrait même dire les années 90 parce que finalement, l'évolution démographique s'amortit très, très fortement à partir des années 85-90. Aujourd'hui, eh bien, on a donc cette nappe qui est donc figurée ici par le trait rouge, l'intérieur du trait rouge, qui vient alimenter, donc les petites gouttes d'eau figurent des captages d'eau potable publique, qui viennent alimenter en eau potable les villes. Donc cette nappe, elle va alimenter 16 communes et environ 270 000 habitants, et également les activités économiques dont je viens de parler, donc industrielles, militaires, mais également agricoles, puisque effectivement il y a une partie de l'agriculture qui est irriguée directement par les canaux et qui recharge la nappe, donc ce sont les prairies fourragères. Puis il y a une autre partie de l'agriculture dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'arboriculture fruitière qui est pratiquée de manière relativement intensive et qui, elle, est irriguée à partir de pompage dans la nappe. Alors en passant, l'Accro est le premier producteur de pêche français. Donc finalement, si on regarde un petit peu, si on fait un bilan des entrées et des sorties, un petit bilan hydrique de la nappe, on se rend compte que, donc, comme je le disais, on a des flux artificiels issus de l'irrigation qui sont très importants. Et puis que derrière, on a des prélèvements effectués par l'homme. Le premier préleveur étant quand même l'usage agricole, le second, l'eau potable, et puis le troisième, l'usage industriel. Et puis, on a aussi un usage naturel dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, qui est l'alimentation de zones humides, puisque cette nappe va continuer sa route sous la Camargue et puis rejoindre la mer, mais en passant, elle va déborder dans des zones naturelles et constituer des zones humides, des grandes zones de marais qui abritent une biodiversité particulièrement avec une valeur patrimoniale et puis particulièrement caractéristique de ces milieux-là. Et pour cela, donc pour que ce débordement
s'opère, eh bien, on a besoin de maintenir des flux relativement importants. Et finalement, on se rend compte que 80% des entrées, eh bien, rejoignent ces milieux naturels. Alors finalement, on pourrait se dire que on a une certaine marge et qu'on pourrait aisément diminuer ces flux, soit pour le prélever davantage, soit en cas de grignotage, de disparition des prairies, de vulnérabilité de la filière. Finalement, sur ce système-là, on a un certain nombre de facteurs de vulnérabilité qui posent la question de la pérennité du système. Alors effectivement, cette ressource, elle est particulièrement menacée. D'abord parce qu'elle est fortement exploitée, c'est ce que j'ai montré jusqu'à présent, hein, à peu près 80 millions de mètres cubes, c'est pas une paille. Si on considère l'ensemble de la recharge, finalement, c'est le cinquième aquifère le plus exploité selon le ratio prélèvement-recharge. Et si on considère seulement la recharge naturelle, alors là, on bascule dans des conditions où on serait l'aquifère le plus surexploité de France. Et puis d'ailleurs, on se retrouverait dans des conditions physiques telles que ça ne fonctionnerait pas, mais je vais y revenir. Cet aquifère, j'en ai pas parlé, mais il est très proche de la surface. Alors, vous avez vu dans le petit film tout à l'heure que l'aquifère est constitué de galets déposés par la Durance lorsqu'elle rejoignait la mer par ce delta-là. Donc, on est vraiment dans un système qui est extrêmement superficiel et donc qui est assez proche du sol. Alors, en moyenne, la nappe est à peu près à 10 mètres de profondeur par rapport au sol, avec des secteurs à l'affleurement, donc à zéro, hein, où la nappe affleure et est tout de suite visible. Et puis, pour des secteurs les plus profonds, à peu près 30 mètres par rapport au sol. Donc, c'est quand même extrêmement proche. On n'a pas de niveau géologique qui soit imperméable et qui vienne protéger de pollution de surface la nappe. Hein. Donc, on a un système qui est très vulnérable aux pollutions. On a des activités humaines qui, même si elles se sont développées finalement assez récemment, dans les 70 dernières années, qui sont particulièrement nombreuses et diverses, donc qui génèrent des facteurs de pollution potentiels assez fortes. Malgré tout, on a une eau de bonne qualité. Et cette qualité de l'eau, elle s'explique par une capacité de dilution très forte grâce à cette recharge artificielle. En fait, on injecte des flux d'eau qui sont tellement importants que l'on dilue finalement les pollutions qui existent, hein, mais que l'on retrouve que dans des concentrations qui sont relativement faibles. Et puis enfin, j'en ai pas parlé, ou en tout cas parlé de manière très lointaine, Caillouty de Lacros est un aquifère littoral, c'est-à-dire que c'est un aquifère où l'eau douce est en contact avec l'eau de mer et où donc, encore une fois, les flux d'eau que l'on va injecter en amont vont conditionner bien, la position de l'interface entre les eaux douces et les eaux salées. Et on va voir que la position de cette interface va conditionner l'exploitation de l'aquifère pour la production d'eau potable et même d'ailleurs hein, pour d'autres enjeux. Donc finalement, la quantité d'eau, l'état quantitatif est fondamental pour vis-à-vis des usages que l'homme fait de cette ressource, mais aussi vis-à-vis des usages naturels, et je parle des zones humides dont j'ai parlé tout à l'heure, mais va conditionner aussi la qualité de l'eau. Et tout ceci dépend de la disponibilité de la ressource durancienne, puisque les canaux qui vont venir alimenter les prairies et recharger la nappe eh bien, dépendent de la disponibilité en eau sur le bassin durancien. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, on se rend compte que cette eau, depuis l'aménagement du système Durance-Verdon et la sécurisation de la basse Durance, des usages de basse Durance, les choses ont beaucoup évolué puisque les départements de montagne et de moyenne montagne ont vu un développement touristique très important, alors que ce soit dans la haute montagne, c'est-à-dire les stations de ski, ou dans la moyenne montagne, c'est-à-dire le tourisme vert, et puis également le tourisme sur ce lac de Serponçon, qui était un usage qui n'a pas du tout été prévu à l'époque de la construction du barrage. Mais aujourd'hui, le lac de Serponçon est le premier pourvoyeur d'activités économiques sur ce territoire de moyenne montagne. Donc, il a finalement une dimension économique qui est fondamentale pour ces territoires-là. Et cette activité touristique dépend de la cote
du barrage. Pour caricaturer, finalement, lorsque le lac passe en dessous d'une certaine côte dite touristique, les usages récréatifs ne sont plus possibles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus mettre à l'eau de bateau, les baigneurs ont les pieds dans la vase, etc., etc. Et donc, un nouvel usage a vu le jour, qui est l'usage touristique sur le lac de Serponçon, et qui finalement vient concurrencer en été les usages de l'eau sur la base du Rance. D'autres usages aussi intermédiaires sur le bassin versant intermédiaire de la Durance se sont développés. Et aujourd'hui, alors que les territoires des Alpes de Haute-Provence, enfin les territoires intermédiaires n'irriguaient pas leur culture, eh bien, aujourd'hui, avec le changement climatique, les agriculteurs ont de plus en plus besoin d'irriguer et évidemment voient dans cette eau qui passe une opportunité également de sécuriser leur culture. Et donc, on en arrive finalement à une ressource qui diminue du fait du changement climatique. Alors, qui diminue pas forcément en quantité, mais plutôt avec une disponibilité en eau qui change, c'est-à-dire toujours autant de précipitations sur l'année, mais des précipitations qui tombent davantage sous forme de pluie plutôt que sous forme de neige. Et ça a pour conséquence première de décaler dans le temps la disponibilité en eau, c'est-à-dire que l'eau, la neige, le stock de neige, finalement, jouait un rôle de soutien d'étiage à travers la fonte des neiges au printemps pour venir soutenir l'étiage du barrage jusqu'à l'été. Alors que si cette eau tombe davantage sous forme de pluie, elle va tomber à l'automne et surtout au printemps, enfin à la fin de l'hiver, début du printemps. Et une fois que le barrage est plein, eh bien, on est obligé de laisser passer l'eau et on n'a plus ce soutien d'étiage par la fonte des neiges qui venait reconstituer le stock du barrage au fur et à mesure qu'il était utilisé. Donc, on a globalement une diminution de la disponibilité en eau et on va avoir avec le changement climatique une diminution encore plus importante de la disponibilité en eau sur le système durancien. Et en parallèle, on a une augmentation des usages qui génèrent, et c'est là qu'on voit poindre un conflit d'usage dans lequel les usages qui sont faits par les canaux de basse durance ne sont pas évidemment nécessairement prioritaires. Et donc, il va falloir discuter et réfléchir pour voir quelle marge de manœuvre on va pouvoir dégager sur notre territoire pour faire face à cette contrainte-là. Donc voilà pour la question durancienne. Maintenant, on va rezoomer sur le territoire de l'Accro qui est figuré sur cette carte, donc avec Salon de Provence dans ce secteur-ci, donc à l'est, la ville d'Arles, et puis au sud, la ville de Fos-sur-Mer. Et cette fois-ci, on va se poser la question des conséquences sur les usages d'une diminution de l'allocation en eau d'irrigation. C'est-à-dire, on va imaginer, alors là, ce sont des résultats d'une étude prospective qui a été réalisée ces dernières années. On va imaginer que les dotations en eau vont diminuer de 20%. Alors, j'ai choisi deux scénarios particulièrement contrastés, mais dans cette étude, il y avait eu un certain nombre de scénarios. On va imaginer que pour diverses raisons, on va diminuer de 20% l'allocation en eau dans les canaux, enfin l'allocation d'irrigation, alors dans les canaux ou par une diminution des surfaces irriguées, enfin pour une quelconque raison, on a moins 20% d'eau qui est allouée à l'irrigation. Et on va regarder quel est l'état de tension sur les usages de la nappe. Vous avez donc sur la carte un code couleur. Plus on est vert, moins la tension est forte. Plus on se rapproche du rouge et du noir, plus la tension est forte. Et puis, vous avez des figurés différents selon la catégorie d'usage que l'on représente. Et sur cette carte, on représente les différents usages agricoles, industriels, eau potable, zones humides, etc. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque on a une baisse de dotation de 20%, eh bien, on a déjà certains usages qui sont dans un état de tension extrêmement fort. Alors, en particulier, le premier usage menacé, ce sont les zones humides. Et ça, c'est particulièrement intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que finalement, si on a une approche strictement de bilan hydrique, on se rend compte que l'usager le plus gourmand sur la plaine de l'Accro, ce sont les espaces naturels. Et on pourrait se dire que finalement,
eh bien, si on a un peu moins d'eau, c'est quand même eux qui pourraient faire un effort, puisque c'est eux les plus consommateurs. Et en réalité, pour des raisons géologiques, eh bien, ces zones humides, enfin certaines de ces zones humides ont assez peu de marge de manœuvre. Parce que dès lors qu'on va diminuer l'apport d'eau à la nappe, on va générer une baisse piézométrique qui va dénoyer finalement des racines, les racines des espèces qui colonisent ces zones humides. Et donc, très très vite, on va faire basculer le système et perdre la biodiversité endémique de ces habitats-là. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a très très peu de marge de manœuvre sur les zones humides et dès qu'on va appliquer un stress sur la recharge de la nappe, eh bien, on peut s'attendre à des conséquences assez désastreuses sur les milieux naturels. Le deuxième enjeu touché va être l'alimentation en eau agricole dans certains secteurs. Alors, pas dans tous les secteurs, hein. Vous voyez qu'il y a des secteurs qui s'en tirent plutôt bien, mais il y a certains secteurs centraux qui vont être mis en tension également assez rapidement pour l'alimentation en eau agricole. Alors, autre scénario qui serait le scénario catastrophe en quelque sorte, pour des raisons, on peut imaginer que pour des raisons économiques par exemple, hein, il peut y avoir d'autres raisons, mais la recharge artificielle de la nappe est remise en question. On peut imaginer que la filière, que le foie ne se vend plus, que les agriculteurs n'ont plus aucun intérêt à irriguer, donc ils changent de culture pour une culture qui ne s'irrigue pas par gravité et donc dont l'irrigation ne contribue plus à la recharge de la nappe. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, en fait, on se rend compte que la quasi-totalité des enjeux sont mis en tension et même donc quand on est en figuré noir, donc très forte tension, c'est en réalité une remise en question de l'usage. Et là, on se rend compte qu'on va remettre en question cette fois-ci, alors évidemment, la plupart des milieux naturels, enfin les habitats, la plupart des habitats que l'on retrouve dans les zones humides actuellement, que l'on va remettre en question les captages agricoles, mais que l'on touche également, et de manière très significative, près de 70% des captages d'eau potable qui sont actuellement réalisés pour alimenter en eau les populations. Donc avec des battements de nappe qui sont records dans certains secteurs de plus de 30 mètres contre 4 mètres aujourd'hui entre les niveaux de plus hautes eaux et le niveau de plus basses eaux. Alors, un autre facteur de vulnérabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, l'intrusion marine. Alors là, on s'est amusé à faire un petit exercice totalement théorique qui serait de calculer le niveau de l'isohyps 1 gramme par litre de la salinité de l'eau dans le cas où on ne rechargerait plus la nappe par les prairies. Donc, on est dans le même scénario que dans la slide précédente, on n'a plus de recharge artificielle. Et on se pose la question de où se situe l'interface eau douce, eau salée, c'est-à-dire jusqu'où la nappe va progresser dans l'aquifère. Et on se fixe comme indicateur un indicateur qui est 1 gramme par litre, qui est la limite, enfin la concentration maximum pour la production d'eau potable. Et là, on voit que cette limite, toute la partie en rose devient impropre à la consommation. Et là, encore une fois, on remet en question, donc les petits points figurés en bleu sont les captages d'eau potable et les points figurés en vert sont des captages agricoles. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on va remettre en question complètement l'alimentation en eau potable, l'usage d'eau potable sur, pareil, près des 2/3 de la production d'eau potable sur la plaine. Alors, face à ces menaces, quel levier d'action on peut avoir? Alors le premier qui a été identifié à partir des années 90, c'était s'organiser mieux. Alors je dis mieux parce que la desserte en eau est organisée depuis le XVIe siècle sur ce territoire à travers des associations syndicales de propriétaires. Alors de propriétaires de quoi? De propriétaires de terrains qui sont irrigables et donc qui vont s'organiser entre eux pour entretenir les canaux d'irrigation qui permettent d'alimenter le territoire. Donc depuis le XVIe siècle, on a déjà une organisation du transfert d'eau depuis la Durance à travers des associations syndicales de propriétaires
Alors, qui sont aujourd'hui ces propriétaires, majoritairement des propriétaires agricoles, puisque le foncier irrigué est majoritairement agricole. Même si on a cette organisation historique de l'amener d'eau, dans les années 90 a été identifié un levier d'ordre organisationnel pour avoir une vision finalement d'ensemble de cette ressource en eau. Sur cette carte à gauche, vous avez en couleur figuré les intercommunalités présentes sur le territoire. Et donc, vous voyez sur le territoire rouge et puis en transparence, qui est le territoire de la nappe, que vous avez 3 intercommunalités qui se partagent finalement le territoire de la nappe. En réalité, le découpage intercommunal ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble de la ressource en eau. D'où l'idée qui a commencé à germer dans les années 90 et qui s'est concrétisée en 2006, de créer un établissement public pour gérer cette ressource. Et donc, ça a été la création du CIMCRO, pour lequel je travaille, dans les années 2006. Donc ça, c'était un des premiers leviers de la politique de l'eau récente ces dernières années. Ensuite, second levier, c'est celui de connaître et faire connaître. Et j'ai envie de dire que c'est ce que fait le CIMCRO et ce que font également d'autres partenaires sur le territoire, en portant des études, en développant des outils d'aide à la décision, en travaillant avec les différentes équipes de recherche qui travaillent sur le territoire, en ayant une posture d'animation et de coordination des différents acteurs qui utilisent la ressource, et puis en portant une politique de sensibilisation sur ce territoire-là. Donc ça, c'était je dirais un deuxième niveau qui est mis en place finalement depuis la création du syndicat. Mais ceci dit, on se rend compte que ce n'est pas suffisant et qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il va falloir faire des choix. Cette slide est un petit peu complexe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste vous demander de regarder les codes couleurs, qui sont les mêmes codes couleurs que ceux des cartes que j'ai présentées tout à l'heure. C'est-à-dire que plus on est vert, quand on est vert, tout va bien, plus on est noir, plus l'état de tension sur la ressource est important. Sur la gauche, vous avez figuré ici la situation actuelle, c'est-à-dire une ressource qui est dans un état d'équilibre relatif, et qui permet de satisfaire les différents usages qu'on attend d'elle, que ce soit des usages humains ou l'alimentation des zones humides. Le changement climatique fait que sur cette situation actuelle, on va générer un niveau de stress qui va complètement bouleverser l'équilibre. Donc juste le changement climatique, je ne parle pas des autres bouleversements qui pourraient venir s'appliquer et se surajouter d'autres bouleversements comme l'urbanisation ou comme une évolution de la filière agricole, une disparition des prairies, etc. Simplement, le changement climatique va générer un déficit en eau qui va, dégrader l'équilibre actuel. La première stratégie de réaction serait l'absence de réaction, c'est-à-dire l'inaction. Par rapport à la situation actuelle, on ne fait rien. Donc, le changement climatique va s'opérer. Donc, on va avoir un déficit en eau issu du changement climatique. On va avoir une urbanisation, un développement urbain qui va continuer de se développer et qui va finalement avoir tendance à générer une diminution des surfaces en prairies qui vont disparaître finalement sous les villes. On va avoir un développement des usages qui va continuer et en ne faisant rien, on va générer un déficit en eau de l'ordre de 90 millions de mètres cubes. Et ce déficit en eau va mettre en tension un certain nombre d'usages. Alors, en premier lieu, les zones humides, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et puis d'autres usages comme certains captages d'eau potable. Donc, on voit que finalement, la stratégie d'inaction où on ne fait rien, eh bien, elle n'est pas durable, elle ne sera pas tenable dans l'avenir. Donc, ça veut dire qu'il va falloir agir, mais la question, c'est dans cette action, quel enjeu va-t-on privilégier ? Alors, on a imaginé plusieurs stratégies. La première conduirait à une réduction des objectifs environnementaux, c'est-à-dire qu'on considère que finalement, les zones humides qui vont souffrir en premier du déficit en eau ne sont que des zones humides qui sont des zones humides artificielles et que finalement,
eh bien, on peut s'autoriser à les dégrader puisqu'elles ne sont pas les zones humides naturelles de cette plaine-là. Et donc, finalement, on va faire supporter, en quelque sorte, le déficit à ces zones humides. Donc, première stratégie. Alors, c'est une stratégie qui n'est pas sans conséquence parce qu'on a vu dans les cartes de sensibilité de tout à l'heure que certains secteurs vont souffrir de ce manque d'eau. Et en particulier, dans cette stratégie-là, on va remettre en question une grande quantité des captages d'eau potable privés, c'est-à-dire l'habitat diffus. Dans le secteur rural, tous les masses provençaux isolés, donc qui ne sont pas raccordés au réseau d'eau potable public, vont voir leur puits s'assécher. Et donc, en quelque sorte, on va remettre en question le caractère habitable de cet habitat diffus. Donc, c'est quand même pas sans conséquence, y compris pour la dimension sociale et architecturale d'ailleurs aussi. Ensuite, on a une autre stratégie. On a appelé ça la conservation des acquis. C'est-à-dire, on veut absolument conserver les acquis, c'est-à-dire les acquis en termes environnementaux. Donc, on veut maintenir ces zones humides qui seraient les premières à souffrir. Mais on veut aussi maintenir à tout prix le potentiel d'extension urbain tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire on ne cherche pas à verticaliser les villes, mais on veut continuer dans une extension horizontale. Et donc, on continue à grignoter de la prairie. Et là, on cherche à tout prix à compenser cette perte de recharge par des moyens actifs, alors qui posent la question de leur durabilité. C'est-à-dire on remplace la recharge artificielle extensive par les prairies par de la recharge artificielle intensive, par des ouvrages d'injection à la nappe. Et là, on se rend compte qu'on arrive malgré tout à réduire le déficit, mais on a toujours une vulnérabilité très très forte pour l'adduction en eau potable privée parce qu'on n'est pas capable de mettre en place des systèmes d'injection actifs, de la recharge active, en tout point de l'habitat diffus. Donc, en fait, dans les secteurs où on serait proche de ces systèmes d'injection, eh bien, on arriverait à maintenir de l'habitat diffus. Dans les secteurs où on en serait éloigné, on n'arriverait pas à maintenir cet habitat diffus. Donc, on remettrait quand même partiellement en question l'habitat diffus. Et enfin, une dernière stratégie qui est celle qu'on a appelée d'effort partagé, où là, on va essayer de jouer finalement sur tous les tableaux pour grignoter des marges de manœuvre un peu partout, notamment en portant un effort particulier sur le modèle de développement, enfin le modèle d'aménagement du territoire, qui viserait à limiter à tout prix la perte de surface irriguée, en compensant les pertes résiduelles, en ayant une politique drastique de sobriété sur tous les usages de l'eau. Alors, les usages de l'eau de la nappe, mais aussi les usages de l'eau des canaux. C'est-à-dire que dans cette stratégie-là, on améliore considérablement l'efficience des canaux, c'est-à-dire qu'on reste dans un système gravitaire qui s'écoule du point le plus haut au point le plus bas, mais on transforme nos berlines familiales, que sont actuellement les canaux, alors pas en Ferrari parce qu'on ne cherche pas à ce que l'eau aille le plus vite, mais en voiture électrique au top du top, et où chaque goutte est valorisée et on essaye de diminuer au maximum les débits techniques, puisque dans un canal gravitaire, il y a toujours des débits techniques. Il y a l'eau qui est l'eau de desserte, l'eau qui sert à irriguer, et puis il y a l'eau qui transporte l'eau, puisque comme on est sur un système gravitaire, on va utiliser non pas une énergie exogène, mais on va utiliser la force motrice de l'eau, et donc il y a toujours un débit technique qui est de l'eau qui sert à transporter l'eau. Et donc dans ce scénario-là, on cherche à moderniser la régulation des canaux de manière à avoir des débits techniques qui sont les plus réduits possibles. Et donc dans ce cas-là, on se rend compte qu'on arrive à réduire le déficit à 11 millions de mètres cubes et on arrive à obtenir des voyants au vert quasiment partout. Donc finalement, on a une stratégie qui est la moins lourde pour l'ensemble des usages. Maintenant, la question, c'est comment on met en place cette stratégie d'effort partagé. D'abord, avec une politique foncière de préservation de certains secteurs pour l'eau potable. Alors, on a appelé ça des zones de sauvegarde. C'est un dispositif qui existe dans le bassin Rhône-Méditerranée et je crois aussi dans d'autres bassins dans d'autres agences de l'eau et qui vise
à identifier les secteurs les plus stratégiques pour l'alimentation en eau actuelle et future et à avoir une action, on va dire, prioritaire de préservation sur ces secteurs-là. Donc, en gros, chez nous, ça représente 20% des territoires, donc qui sont des zones particulièrement prioritaires sur lesquelles on a besoin à tout prix de maintenir la recharge de la nappe et d'avoir une politique drastique de préservation, de réduction des polluants vers la nappe. Et ça se traduit par une intégration progressive dans les politiques d'aménagement, donc dans les plans locaux d'urbanisme et dans les schémas de cohérence territoriaux. Et on se rend compte que finalement, au bout d'un an, on a déjà 6 PLU et 2 SCOT qui ont intégré ces zones. Donc, ce sont des résultats plutôt encourageants. Maintenant, il va falloir voir de quelle manière ça nous permet de transformer l'essai en réalité sur le terrain. Et puis, un autre levier, c'est le modèle économique du transfert d'eau qui nous permet de transférer l'eau depuis la Durance, puisqu'on se rend compte qu'un des leviers, des contraintes, ça va être la disponibilité en eau sur le bassin de la Durance. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être capable de faire avec moins d'eau. Et puis, il va falloir être capable, comme je le disais tout à l'heure, pour faire face sur notre territoire, pour s'adapter au changement climatique, il va falloir moderniser nos infrastructures, moderniser nos canaux. Sauf que pour ça, pour moderniser nos canaux, il faut être capable d'investir dans ces infrastructures. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, ces infrastructures, elles sont gérées par des associations syndicales de propriétaires, derrière lesquelles sont majoritairement représentés des agriculteurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce transfert d'eau, il est supporté du point de vue financier en grande partie par la profession agricole, au bénéfice de l'ensemble des usagers de l'eau et de l'ensemble des habitants du territoire. Sauf qu'aujourd'hui, la production qui est faite avec cette eau, donc qui est la production fourragère, est une production à faible valeur ajoutée, avec des marges de manœuvre économiques qui sont extrêmement faibles. Alors, pour vous donner quelques idées de quelques ordres de grandeur, un hectare de prairie, c'est à peu près 1 500 € de revenus bruts à l'hectare, alors que les charges d'eau sont comprises à peu près entre 300 et 500 € à l'hectare. À cela s'ajoutent les charges, les salaires, la mécanisation des exploitations, les charges foncières, etc., etc. Donc, en fait, on se rend compte que d'ores et déjà aujourd'hui, on atteint une limite de rentabilité déjà dans la situation actuelle qui génère des réflexions quant à des mutations possibles de la filière. Donc, évidemment, il n'est pas possible, structurellement parlant, de faire supporter des coûts supplémentaires à la profession agricole pour financer cette modernisation de la régulation des canaux. Donc, la question qui se pose, c'est comment on peut faire évoluer ce modèle économique. Et la réflexion que l'on a, c'est que finalement, ces infrastructures-là qui sont assurées aujourd'hui seulement par une catégorie d'acteurs au bénéfice de tous, pourraient faire l'objet d'une redevance pour rémunérer le service que ces infrastructures rendent au bénéfice de l'ensemble des usagers de la nappe, c'est-à-dire des usagers indirects. Aujourd'hui, ils sont financés par seulement les usagers directs. Demain, ils pourraient éventuellement être financés par les usagers directs et par les usagers indirects, dans la mesure où ces usagers indirects, qui sont les usagers de la nappe, donc eau potable, industriels, agriculteurs, etc., auraient un intérêt finalement à faire cet effort financier, parce que s'ils ne le font pas, le système risque de s'effondrer et de remettre en question leur activité même, ou alors de devoir réfléchir à d'autres ressources, à des ressources nouvelles, avec des coûts qui seraient forcément significatifs, puisque la Crau n'étant pas traversée par une quelconque rivière, ayant des ressources plus profondes assez incertaines et particulièrement difficilement exploitables, ça veut quand même dire des coûts très significatifs. Voilà, un raisonnement sur la mise en place d'une redevance pour ce service rendu au bénéfice des gestionnaires de canaux. La question de la stabilité de la filière foin, puisque comme je le disais, on arrive à une limite de rentabilité qui fait que les agriculteurs réfléchissent à des mutations, puisque les exploitations agricoles sont avant tout des entreprises qui doivent être rentables. Et donc là, on réfléchit, on fait plus que réfléchir, puisqu'on est en train de mettre en place
Des paiements pour services environnementaux. Alors aujourd'hui, avec le dispositif qui est proposé par l'Agence de l'eau, on a répondu à un appel à projet de l'Agence de l'eau et donc le CIMCRO a été, avec la Chambre d'agriculture et le gestionnaire de la réserve, le CNPACA, retenu comme lauréat de cet appel à projet. Donc on réfléchit à mettre en place aujourd'hui des paiements pour services environnementaux qui sont en réalité une reconnaissance du service rendu, mais cette fois-ci par les exploitations agricoles directement, de leur contribution au maintien ou au développement de services environnementaux. Alors chez nous, c'est davantage le maintien des services environnementaux qui sont visés, puisqu'on est déjà dans des exploitations qui sont quand même relativement exemplaires. Je parle en particulier du pastoralisme et de la production fourragère, du point de vue des services environnementaux qu'elles rendent à la fois à la nappe et puis à la conservation de la steppe sur le volet pastoralisme. Et enfin, la préservation durable du foncier agricole, puisque vous l'avez bien compris que ce système de transfert d'eau, il passe par les canaux, mais il passe aussi par ces prairies fourragères. Et donc là, eh bien, on réfléchit pour arriver à préserver le plus fortement possible ces secteurs-là. Alors, pas forcément dans une vocation qu'environnementale, hein, mais tout simplement pour le maintien de la vie sur ce territoire-là. Et là, donc, on réfléchit, enfin, on fait plus que réfléchir d'ailleurs, hein, on a un schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui est en cours d'émergence et qui vise notamment cet objectif-là, mais pas que, hein, qui vise aussi à réfléchir et à organiser le partage de l'eau en fonction de la recharge, à organiser le prélèvement dans la nappe en fonction de la recharge par les canaux. Et puis, pourquoi pas, peut-être dans l'avenir, une politique d'acquisition foncière sur les secteurs les plus stratégiques. Voilà, alors pour conclure, une dernière slide. Finalement, quand on regarde l'ensemble de ces leviers, on se rend compte que ce sont des questions de société qui se posent et qui se posent, à mon avis, à l'échelle du citoyen et que finalement, le citoyen a un vrai rôle à jouer sur ces questions-là. On a un gros travail à faire sur le sentiment d'appartenance et le sentiment d'appropriation de ces ressources avec des définitions qui sont relativement subjectives entre un juste usage selon la position, l'origine, les droits historiques, les pratiques, les institutions des uns et des autres, et le lien entre le local, donc les usagers directs de la nappe, et puis la périphérie du système en amont, mais aussi en aval, avec les enjeux fonciers, les enjeux de développement territorial, etc. La question de la naturalité des eaux humides que j'ai abordée à plusieurs reprises, finalement, quelle naturalité doit-on rechercher sur l'accro? Est-ce que c'est les conditions actuelles qui ne sont pas les conditions d'origine, qui sont des conditions artificielles, mais qui ont généré des habitats dont la richesse est reconnue sur le plan patrimonial aujourd'hui? La question de l'acceptabilité sociale d'un prix de l'eau plus élevé qu'actuellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix de l'eau ne prend pas en compte finalement l'ensemble du service, puisque on a une partie de l'amenée d'eau qui est celle opérée par les canaux, dont le coût n'est pas répercuté sur le service d'eau potable, et on se rend compte que ça pose des problèmes considérables dans l'entretien et donc la pérennité de ces infrastructures. Donc, quelle acceptabilité finalement d'un prix de l'eau qui serait plus représentatif de l'ensemble des coûts. Et puis enfin, la priorisation des enjeux face à une diminution de la disponibilité en eau. Quel enjeu doit-on prioriser entre les zones humides, les prairies versus développement urbain horizontal, les aspects économiques, etc. Et donc ça, finalement, nous, on considère que ce sont vraiment des questions de société et dans ce cadre-là, on démarre un projet avec une équipe de recherche pour associer un panel de citoyens à ces questions-là et contribuer finalement à la gestion et on l'espère à l'instance, donc à la commission locale de l'eau qui sera constituée dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers. Merci Charlotte pour cette présentation très, très riche. Alors, on a compris que finalement, dans un système qui au départ est un peu artificiel, on va dire, dans un sens, on a toujours ces problèmes de l'aval, de la zone en aval qui est dépendante de tout ce qui se passe en amont. Vous avez parlé
Serre-Ponçon notamment et de tout cet enjeu-là, parce que je pense que dans toutes les solutions potentielles, c'est ça qui est en jeu aussi, pas que les canaux eux-mêmes, tout ce qui se passe en amont aussi, et le volume dédié aux canaux, depuis notamment en particulier sans doute ce grand barrage. Oui, oui, en fait, l'idée, c'est de se dire que si on gère mieux notre ressource et si on rend nos infrastructures plus performantes sur le territoire, on sera capable de supporter, de contribuer à l'effort collectif qui devrait être fait sur les usages du bassin de la Durance pour éviter la pénurie et le conflit d'usage. Voilà, mais si j'ai bien compris, il y a quand même ce conflit nouveau qui est du fait que le barrage en lui-même est un lieu de loisir, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, quoi. C'est ça Mmh. aussi qui amplifie le problème. Et Oui, oui, effectivement. Aujourd'hui, le contexte a évolué par rapport à celui qui prévalait au départ. Et aujourd'hui, on a effectivement plus d'usagers et moins d'eau disponible au cours ouais. du temps. Donc, on comprend bien qu'il va falloir qu'on fasse collectivement des efforts. Et pour autant, sur notre territoire, en plus de ces efforts-là auxquels on va devoir consentir, on va devoir également faire face aux effets du changement climatique qui vont également avoir un rôle, avoir un impact en local. Donc Mmh. voilà, la stratégie qu'on a imaginée, c'est une stratégie qui doit nous permettre de jouer sur les deux tableaux et d'être capable de s'adapter à ces deux niveaux-là de contraintes.